Bonsoir Françoise. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à Bonsoir tout le monde. Ouais. Vincent. Ravi de t'accueillir pour ce nouveau Conjarium où nous allons. Préparez-vous. Pardon? Je te dis merci pour ton invitation, ça me fait très plaisir. Ouais. Où tu vas donc nous parler de guerre et de beauté. Mhm. Est-ce que rapidement, brièvement, tu peux nous, nous te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton parcours? Voilà, bah écoutez, je suis une vraie provençale. Je suis née à Toulon en 64, 1964, et après j'ai vécu une enfance un peu à la Manon des Sources, ici dans le maquis provençal. Et voilà, ensuite je suis partie à Paris, j'ai étudié la sociologie à 19 ans à la Sorbonne, mais j'ai fait qu'une maîtrise. Mais cet enseignement m'a énormément formé mon esprit et ma façon d'aborder le monde. Et je rêvais quand j'étais enfant d'être reporter, journaliste, et particulièrement reporter de guerre. Voilà. Et je pense que l'anthropologie m'a permis d'aborder le métier du journalisme et du reportage de guerre d'une manière différente. Non académique, dirais-je, mais voilà, tout a un sens dans la formation. Par exemple, ce que je veux dire aussi, c'est que pour les reportages que j'ai faits quand j'entrais en Tchétchénie clandestinement par les montagnes, j'imaginais pas que mes expériences de reporter de tourisme où je faisais pour VSD des reportages de randonnée me seraient un jour utiles. Or là, je n'avais aucun problème pour escalader les montagnes de façon à rentrer ou sortir de Tchétchénie clandestinement. Voilà. Donc voilà, c'est un parcours où je me suis faite toute seule, c'est-à-dire je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais tout de suite après ma maîtrise, j'ai commencé à écrire des articles. Et voilà, donc d'abord de tourisme, puisque j'avais envie de voyager. Et ensuite, à 33 ans, je me suis dit que je voulais faire des reportages plus, comment dire, utiles. Enfin, faire rêver les gens ne me suffisait pas. Voilà. Euh, donc, j'avais envie de me rendre utile, plus en profondeur. Et donc, je suis allée au festival Visa pour l'image à Perpignan. Et là, j'ai rencontré des reporters de guerre, et notamment des femmes, parce que je voulais savoir à quoi ressemblait la vie d'une femme reporter de guerre. Et je me suis aperçue que c'était ben... c'était un champ de bataille, ou c'était... bon, bref, compliqué. Mais c'est pas grave. J'ai notamment beaucoup aimé le travail de Catherine Roy, qui avait photographié comment dire, des GIs, donc une Française installée à Los Angeles qui avait été, bon bref, qui avait photographié des GIs au Vietnam. Et sur les photos, on voyait les Américains, des soldats, qui étaient pris comme... en fait, je ne comprenais pas où elle était placée par rapport à eux, parce qu'elle était vraiment dans des moments où un était touché par une balle, l'autre réceptionnait son ami dans les bras, et là, il y avait des choses extraordinaires, et je me disais, c'est quelque chose qui n'est pas humain presque. C'est un statut hors de l'humanité, quelque part, quand on arrive à saisir ce genre de choses. Voilà. Et ça m'a intéressée. Ouais. Voilà. Et ça, plus un autre déclencheur qui est très important, un portrait de femme, et c'est là qu'on retrouve en fait l'importance de la beauté qui fait irruption et qui va déclencher ma vocation en fait. Parce que c'est un portrait de femme. Il faut que je rebranche mon ordi, sinon ça va couper. Avant de regarder. Hein. Ouais, ça serait bien que tu puisses rester avec nous jusqu'au bout quand même, ouais. Donc effectivement, tu as couvert plusieurs conflits au Kosovo, en Afghanistan. Donc, je voulais dire simplement là, terminer avec ça, Ouais, avec je t'en l'irruption de prie, la ouais. beauté qui a déclenché ma vocation de reporter de guerre, étonnamment, puisque c'est le portrait d'une femme tchétchène, Asia,
qui est fait par Stanley Green, un reporter américain, qui m'a sidérée, c'est-à-dire que j'ai été charmée. Voilà, j'étais sous le charme de son visage, de sa peau blanche, et elle tenait une Kalachnikov avec sa fragilité. Elle était combattante, voilà. Et ça, du coup, je me suis dit, si j'aimerais rencontrer cette femme, j'aimerais aller jusqu'à elle. Et tout s'est enchaîné assez très rapidement, puisque 2 mois après, j'étais en Tchétchénie. Ça a été le premier conflit que tu as couvert, puisque tu es allé à d'autres endroits, Kosovo, Afghanistan. Oui, c'était le premier conflit, mais tout ça, c'est une histoire de rencontre, parce que c'est un fil qui se déroule, et voilà, c'est Asia qui m'a mis le fil entre les doigts, et j'ai déroulé la pelote. Et la pelote m'a amené à l'auteur de la photographie, Stanley Green, qui m'a proposé de partir avec lui en Tchétchénie. Donc, on est allé faire le tour des rédactions à Paris, on allait proposer des sujets, un peu comme des vendeurs de tapis, on proposait tel sujet à tel magazine, voilà, et notamment à VSD, on a proposé la vie des femmes combattantes à Grozny. Voilà. Donc, on a eu une commande, on a eu d'autres commandes également, et on est parti. Et c'était en 96, la première fois que j'allais dans un pays en guerre, mais il y avait un cessez-le-feu à ce moment-là. On pouvait avoir des visas pour aller en Tchétchénie. Ce qui n'est plus vrai par la suite, puisque tous les journalistes n'avaient pas le droit et faisaient leur travail clandestinement en Tchétchénie pendant toute la Deuxième Guerre, de 99 à 2004. Et donc, je devais rentrer clandestinement en Tchétchénie. Donc, Tchétchénie, et ensuite, voilà, Kosovo, en Afghanistan en 2001, un peu de Syrie. Et ensuite, au bout de 5 ans, je me suis arrêtée. J'ai eu un cancer, un lymphome non-hodgkinien, et là, je me suis guérie en pensant à la beauté, encore une fois. C'est la beauté que j'ai vue dans ma tête, dans mon esprit, qui m'a calmée, qui m'a fait rêver d'énergie qui pourrait remplacer les énergies de mort en moi. Et donc, j'ai décidé d'arrêter d'être reporter de guerre pour être reporter de beauté. On verra un peu comment ça s'est construit petit à petit, ton parcours. Donc, effectivement, tous tes reportages ont été publiés par Paris Match, VSD, Le Monde, comme tu dis. Et en 2001, tu n'en as pas parlé, tu as remporté le prestigieux prix Bayeux. Ah oui, 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 d'accord. Oui. Ça, Oui. ça correspond à quoi? Ah, bah, alors ça, c'est pour un... Alors bon, c'est amusant parce que moi, je ne cherchais pas du tout les prix. Et pour ce prix-là, en fait, on doit s'inscrire, quoi. Si tu ne fais pas la démarche, alors j'ai fait la démarche. Il y a des journalistes qui la font quasiment automatiquement parce qu'ils font partie de certaines rédactions. Et donc, pour un reportage que j'avais fait pour Paris Match, je me retrouvais en concurrence avec un autre journaliste de Paris Match, mais moi en indépendante et l'autre journaliste en staff. Donc, c'était 2 sujets différents. Et le mien, j'avais fait une enquête sur les camps de filtration, c'est-à-dire des méthodes de torture dans des lieux secrets tenus par l'armée russe. Ils ont fermé et torturé abominablement les jeunes hommes, particulièrement. Et ces témoignages, je les ai trouvés dans les camps de réfugiés. Voilà. Bien sûr, il fallait que je sois très discrète et que je sois discrète sur leur nom et leur identité également. Donc, il n'y a pas eu de photographie dans ce reportage, mais ça a été publié dans les pages documents qui me permettaient de vraiment faire un texte approfondi avec tous les interviews, etc. Voilà. Il n'y avait pas de portrait, malheureusement, des personnes torturées, mais de dos, j'avais réussi à faire quelques images. Et c'est ce travail qui m'a valu le prix Bayeux des correspondants de guerre, en catégorie texte, voilà, en 2001. Tu as approché la mort de très près à différents moments, dans différents pays. Est-ce que tu peux définir pour nous, les gens qui nous écoutent, ce que c'est que pour toi la guerre? Qu'est-ce que ça veut dire, la guerre? Bah, d'abord, si on regarde sur Google, bah, il y a la guerre de tranchées, il y a la guerre froide, il y a la guerre civile, il y a énormément de types de guerres. Ben, moi, je suis allée voir une guerre
comment dire, de résistance en Tchétchénie. Pareil en Afghanistan, hein, d'ailleurs. Des guerres physiques, hein, avec engagement de combattants sur le terrain. Donc j'ai pu, moi c'est ça qui m'intéressait, c'était de voir comment on vit le quotidien en temps de guerre. Et, et c'est pas tant avec les combattants que j'ai appris, puisque bon, les combattants ce sont des militaires, même s'ils, enfin, voilà, soit c'est l'armée régulière, soit ce sont des appelés, mais il y a toujours ce cadre militaire hein, d'organisation qui les nourrit d'ailleurs. Ils n'ont pas à se poser trop la question. Mais lorsqu'il s'agit des civils, c'est autre chose. Et donc, c'est tout le travail de deuxième partie en Tchétchénie que j'ai fait avec les femmes qui, là, m'a vraiment fait toucher du doigt ce qu'est la guerre. Voilà, pour une femme. Et donc, c'est là que tout se joue parce qu'on est dans la survie. On est dans la survie. On n'est pas sûr du lendemain, on n'est pas sûr de la minute qui suit. On est sous les bombes, on est désarmé. Voilà. On est désarmé face à une menace intense. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment. C'est pas seulement parce que le président Macron l'a dit, mais parce que c'est une réalité. En réalité, en termes de ressenti, puisqu'on se sent menacé, on ne se sent pas en sécurité et on se sent empêché. Et là, on est traqué. Et l'ennemi, il est invisible, l'ennemi, c'est un microbe, mais il existe. Voilà. Ensuite, il y a les guerres autour de nous. Donc, c'est des guerres qui, pour nous, sont plutôt de faible intensité. On n'est pas menacé par une bombe qui va tomber, mais ce sont les guerres dans lesquelles la France est engagée, dans lesquelles les nations sont engagées, qui concernent le Moyen-Orient. Et on n'a pas conscience que nous y participons, mais les avions décollent des bases de l'OTAN en Italie. Voilà, nous sommes engagés dans ces conflits. Et nous en subissons les conséquences indirectement par le flux de réfugiés. Mais c'est une situation de guerre aussi. Donc nous avons une guerre sur plusieurs fronts actuellement. Nous sommes en guerre. Et pour moi, c'est très difficile de faire mon métier de reporter dans ce cadre-là, parce que justement, ce sont des guerres presque invisibles, mais qui touchent notre quotidien et qui nous touchent dans notre intimité. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très difficile de saisir qu'on est dans un état de guerre aussi. Et en plus, l'ennemi n'est pas visible, pas physique, ben on ne sait pas comment se protéger, comment faire. Voilà. Donc c'est très stressant. Alors voilà ta vision de la guerre en tant que photographe, en tant que reporter de guerre. Maintenant, en tant que photographe, tu parlais justement de physique. Qu'est-ce que la beauté physique pour toi, photographe? Et est-ce que c'est la seule qu'on peut faire apparaître à travers la photo? Alors moi, je pense que le métier de photographe, c'est le métier d'un chercheur de beauté. Je pense que tous les photographes sont des dingues de beauté qu'ils essaient de capter à travers la lumière. La lumière, c'est un outil, c'est un guide. Et pour moi, le photographe, c'est une forme de Prométhée qui capture ces instants, ces fulgurances de beauté grâce à la lumière et pour redonner cela, redistribuer cela à travers ces images. Au final, ce sont des images, mais je pense que fondamentalement, le photographe est vraiment un être à la recherche de la beauté. Et on est tous un peu des photographes, puisque la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, et c'est une émotion, c'est un ressenti. Voilà. Le sentiment esthétique, c'est en dehors de tous les codes esthétiques du classicisme, de la peinture, les goûts, en fonction des siècles, des cultures, etc., des âges, des pays, bref, tout cela laisse malgré tout beaucoup de liberté à l'individu. Parce que le sentiment du beau, ça n'appartient qu'à soi. Ça naît à l'intérieur de soi-même. Voilà. Et c'est un espace de liberté. Et ce que j'ai aimé, justement, c'est que j'ai retrouvé la beauté sur les terrains de guerre, parce que les femmes se faisaient belles. Et
Et donc, j'ai ressenti que la beauté, c'était une énergie vitale. Voilà. Que c'était quelque chose qui raccroche à la vie, qui donne envie de vivre encore. Et aussi de se présenter sous son meilleur jour à la mort. Un peu comme tous les rituels d'embaumement de l'Égypte ancienne, ou généralement l'embaumement, de toute façon, même dans notre culture aussi. Les morts, on les fait beaux, mais sans accepter sa propre mort, c'est pour moi une façon de la déjouer, je pense. Lorsque j'ai vu ces femmes en Tchétchénie, combattantes ou pas, se faire belles, se maquiller. D'ailleurs, je me souviens que les combattants qui avaient dans leur rang des filles, qui avaient des gilets multipoches avec dans les petits emplacements pour mettre les cartouches, à la place, elles mettaient le rouge à lèvres, le cirage, l'eyeliner, et elles se maquillaient. Et quand les garçons partaient sur le front, ils m'ont dit, nous, on est heureux de les avoir parce qu'on a envie de revenir vivants. Et vous voyez, c'est vraiment la beauté, une énergie, c'est ça, de vie. Alors justement, même aux portes de la mort, même au milieu des conflits, quel est l'enjeu de la beauté? Ben alors justement, alors ça c'est très intéressant parce que j'ai trouvé un article là d'une scientifique américaine Hmm. sur les hormones du bonheur. Et la beauté en fait, c'est quelque chose de chimique. Elle déclenche des phénomènes chimiques. Elle déclenche la fabrication des hormones du bonheur en fait. Alors il y en a 4: l'oxytocine, les endorphines, la sérotonine et la dopamine. Et cette chercheur, j'ai l'article sous les yeux là, hein, s'appelle Loretta Browning, et elle a écrit Nos hormones du bonheur en lumière. En fait, elle dit que les hormones humaines du bonheur ont pour objectif d'augmenter nos chances de survie. Et c'est génial. C'est exactement ce que moi j'ai constaté sur le terrain. Et là, c'est une femme, une scientifique qui le démontre. Démontre. Hmm. Ouais, je trouve ça génial. Voilà, mon argument est scientifique en fait. Parfait. Merci, ouais, merci pour ce partage et cet article. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous sommes dans une situation de guerre, et si on ne sait pas, si on perd pied, si on perd contrôle, si on a peur, etc., ne jamais s'oublier, ne jamais oublier que notre corps, c'est notre premier bien, notre capital. Et c'est non seulement un outil pour essayer de rester en vie, mais justement, il faut l'entretenir et il faut se faire beau. Ne jamais renoncer à la beauté, à se faire beau, parce que ça aide dans la survie. Et au-delà même, ça apporte du plaisir et du bonheur. Voilà. Alors, en 2016, tu as Oui. écrit plus qu'un article. Tu as publié un ouvrage de 240 pages sur la beauté aux éditions Lamartinière. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Quel était ce projet? Qu'est-ce que tu avais envie de transmettre, de communiquer? En fait, ce projet-là, tout le travail que j'ai imaginé quand j'étais en traitement à l'Institut Curie. Ah, ah Non, oui, bravo. c'est pas ça. Si, c'est mon livre. Si c'était ça? Ouais. Ok, alors je le remets. Le Ouais, voilà. Vas-y. C'est voilà. ça? Ouais. Oui, très bien. Voilà. Donc, et du coup, effectivement, quand j'étais en traitement de chimiothérapie, ça a duré 7 mois, Mhm. j'étais sûre que j'allais guérir déjà. Donc, et j'étais sûre que je me faisais belle dans ma chambre j'avais rasé mes cheveux avant qu'ils me tombent, je mettais des casquettes, voilà, je mettais des perruques de cheveux longs, je cultivais un nouveau corps puisque j'étais différente et je me découvrais comme une nouvelle personne en fait qui s'installait en moi. Mais donc j'inventais la beauté de cette personne. Quelque part, il y avait peut-être un dédoublement, mais
parce qu'il y a le traumatisme de la maladie quand même. Mais j'ai réuni tous ces morceaux à travers mon imagination et à travers un projet de photographier la beauté dans les tribus, parce que c'était un sujet qui m'avait plu en anthropologie, et très peu documenté, très peu de livres écrits par des anthropologues sur la beauté et ses rituels. Et donc, j'ai commencé mon premier voyage en Éthiopie pour photographier plein de tribus différentes avec des codes de beauté différents. Et voilà, et 10 ans après, j'ai sorti un livre, voilà, qui est ce livre sous-titré donc Beauties, beauté au pluriel, parce que pour moi la beauté est diverse et multiple, et sous-titré La beauté sauvera le monde, puisque déjà elle m'avait sauvé moi-même. Et là, pour moi, c'est donc une certitude que cette phrase de Dostoïevski, La beauté sauvera le monde, est une vérité. Voilà. Alors, tu as évoqué un cliché. Est-ce que ce serait celui-ci? Oui. Bah, bah, ça, c'est une femme c'est une femme Surma du sud de l'Éthiopie, donc dans la vallée Ouais. d'Omo. C'est une beauté Surma, mais c'est une beauté qui est sortie du cycle de la séduction parce qu'elle a, en tant que femme à plateau, devenue veuve, elle a coupé sa lèvre inférieure qui retenait le plateau labial en bois ou en terre, tout dépend. Et elle a, et donc ça signifie que voilà, elle n'est plus dans le rite, dans le rapport de séduction aux hommes. Elle est sortie de ce cycle fertile et elle a mis des cornes empruntées à ses vaches sur les côtés de son visage. Voilà. C'est une beauté dans dans le cadre de la tribu Surma, parce que les femmes, les hommes trouvent que les femmes qui portent le plateau labial se tiennent plus droit et fait plus droite. Et puis c'est un hommage à leur homme que de servir le repas avec ce plateau. C'est également très douloureux. Et du coup, dans la société, c'est un signe de courage et d'endurance, de résistance. Et les jeunes adolescentes qui décident de le mettre, parce que ce n'est pas obligatoire, sont respectées et seront considérées comme de futures meilleures épouses. Ouais. Donc c'est... Ouais. Alors, ouais, en préparant ensemble, on a retenu différents clichés. Est-ce que tu peux nous raconter leurs histoires, nous en parler et comment ils communiquent la beauté? Il y a celui-ci qui avait été utilisé pour mettre en avant l'événement là, de ce soir. Oui, oui. Alors là, moi, ce qui est très important, c'est que pendant tous mes reportages en Tchétchénie, bien sûr, j'ai fait des photos de cadavres, bien sûr, j'ai vu l'horreur et certaines de ces images ont été publiées dans les magazines. Mais par exemple, dans les reportages pour Paris Match, lors de mes reportages que je faisais avec les femmes, donc du côté des civils, et c'est le cas de cette photo, Mhm. je m'étais rendue avec une interprète à l'université de Grozny. Et moi, ce qui était important, c'était de montrer la beauté des femmes, des Tchétchènes, pour ensuite raconter l'horreur à côté. Et c'est ça qui est plus intéressant. Plutôt que de montrer un cadavre, c'est mieux de montrer le visage d'une belle femme et de raconter son histoire. Voilà. Et en plus, je voulais montrer la vérité de la culture tchétchène et non pas des femmes avec des fichus en laine comme on les voyait dans les camps de réfugiés qui ne correspondent pas à leur culture. Donc là, on a une jeune tchétchène avec ses beaux cheveux qui n'a pas de foulard parce que c'est comme ça, parce que la culture tchétchène ne l'impose pas, la vraie culture tchétchène, pas celle qu'on leur a imposée à travers le gouvernement actuel, islamiste, qui n'est pas la véritable identité du peuple tchétchène. Voilà. Donc pour moi, une image comme ça permet de dire ça. Et en plus, elle a déclenché la création d'une organisation humanitaire qui a permis de donner des bourses à des étudiants tchétchènes pour aller étudier à Paris, à Bruxelles, dans différentes villes, capitales européennes.
Et le pouvoir de l'image, là, encore une fois, c'est la beauté qui a permis une initiative vertueuse. Voilà, donc j'étais assez contente de, de ce hasard. Alors, et celle-ci? Disons que ce n'était pas un hasard, puisque c'était en fait Oui, la preuve que ma démarche avait du sens. Voilà, bien sûr. au final. Mm. Hop, en voici une autre. Oui. Alors là, c'est en 96, quand je suis allée pour la première fois en Tchétchénie avec Stanley Green. À droite, il y a Asia, je ne sais pas comment, Asia, avec un seul S, qui est justement cette fille dont j'étais tombée vraiment sous le charme en voyant ce portrait fait par Stanley Green. Là, il se trouve que nous retournons à Grozny, Stanley et moi, et nous allons les retrouver, elles. Donc, c'est le moment où je réalise mon rêve, finalement, puisque je me retrouve face à Asia à Grozny, dans son pays. Voilà, quelques mois après. Donc, c'est fou ce que mon rêve s'est réalisé très rapidement. Et là, en plus, ben, je la trouve en tenue de treillis, puisqu'elle est combattante, avec un groupe d'hommes armés. Voilà, ils ont une bande armée, et en train de se maquiller. Et c'est la première photo que je fais en arrivant en Tchétchénie. C'est quand même incroyable. Voilà. Donc, voilà. Finalement, j'ai été invitée à continuer sur cette voie. Ouais. Alors, je t'en propose une autre. Mhm. Oui, alors bah ça c'est la guerre, c'est le quotidien de la guerre justement. Alors là, elle a mis contre sa fenêtre un papier qui permet de ne pas être vu de l'extérieur et de voir à travers. Donc, grâce à ce papier, elle regarde sur l'avenue, il y a des chars, pas des chars, mais une colonne motorisée de l'armée russe qui passe. Et elle a très peur parce que une semaine avant, ils étaient rentrés dans leur maison, ils avaient fait éruption et ils étaient rentrés dans la chambre, ils avaient mis tous en dessus-dessous et notamment pris leur dessous et fait comment dire, des blagues vraiment déplacées, et sans oublier le fait qu'elles avaient peur que les soldats russes glissent un manuel wahhabite, c'est-à-dire euh, des lois fondamentalistes, enfin des prières wahhabites extrémistes sous leur lit, parce que c'est un prétexte pour arrêter les gens. Donc, ce qui se faisait beaucoup. Et donc, elles avaient peur d'être visées par les soldats russes. C'est tout ce qui se joue dans ce regard quand elles regardent par la fenêtre. Mm. Mm. Et Alors, voilà, donc ça c'est Albika et c'est ma Mona Lisa tchétchène. Ça, c'est ma Mona enchanté. Lisa. Pourquoi? Alors, ce portrait, il est au-dessus de mon lit, c'est-à-dire que tous les jours, je vis avec Albika. Je vis avec cette image, ne m'a jamais quittée. Je lis en carte postale dans mes bouquins, mon marque-page, voilà. Je ne l'ai jamais revue. Je l'ai photographiée en 2002, voilà. Et jamais je ne l'ai revue, puisque je ne suis pas retournée en Tchétchénie pendant toutes ces années. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. C'est très difficile de communiquer avec les Tchétchènes. Ils sont très surveillés. Et, voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup un jour y retourner et la revoir, Albika. Et je pense que dans une vie de photographe, on fait des milliers et des milliers de photos. Et on pourrait à la fin, si on avait dû faire une seule photo, on n'en garde qu'une. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'aurait pas fait 10 photos. Il n'y en a qu'une qui a du sens pour nous. Et je pense que pour moi, c'est ce portrait. Voilà. C'est vrai Parce qu'elle que est pour moi, magnifique. Ouais. oui, On dirait presque un tableau. oui. Et puis parce qu'elle exprime une grâce, il y a un abandon total. On ne sent pas du tout la peur.
alors que, alors qu'elle a toutes les raisons d'avoir peur. Mais il y a une forme d'abandon, d'acceptation. Et je pense que dans la beauté, ça c'est une dimension de la beauté physique humaine, une forme d'acceptation de soi, d'acceptation de tout, de soi, de l'environnement, de soi dans l'environnement. Il y a une forme de cohésion. Et c'est exactement ce qui émane aussi de ce portrait. Magnifique. Ouais. Et donc aujourd'hui, après avoir fait plusieurs fois le tour du monde, j'imagine, à peu près. Non, je n'ai pas vraiment fait le Non, tour. ouais. Ouais, Après avoir bien parcouru, ouais, disons entre 90 et 100 pays peut-être. Ouais. ouais, ouais. Donc aujourd'hui, tu te consacres plus à mettre en avant la beauté au travers des mariages. Euh, Bah, écoute, en fait, euh, oui, j'essaie de développer en fait une activité de photographe ici dans mon environnement direct, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Et bien sûr, la beauté de ces femmes que j'ai photographiées pendant toute ma carrière m'amène à la beauté des femmes qui m'entourent et les futurs mariés. Parce que aussi, j'ai toujours aimé la mode et que dans la mariée, il y a la dimension de la robe. De la robe, d'abord, c'est un vêtement unique, c'est un vêtement qui cristallise des rêves euh, pour une personne. Et je trouve que c'est très intéressant de photographier une femme dans une robe qu'elle a commandée, qu'elle a voulu, qu'elle estime être la plus belle. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il y a là une forme, quelque chose d'universel en fait, dans ce que recherche la femme dans sa vie. La femme, elle recherche l'amour en fait, elle recherche l'harmonie. Là encore, elle recherche la beauté, à créer la beauté autour d'elle. Et je trouve que c'est intéressant d'approcher le mariage, mais en offrant à la mariée un moment pour elle où je vais lui faire un portrait d'elle. Elle pourra s'amuser, elle pourra choisir un décor incroyable, elle pourra s'exprimer et ce sera elle, avec sa belle robe. Quoi qu'il arrive après, elle aura eu son petit moment pour elle. Voilà. C'est ça. C'est ce que j'ai envie de proposer. Et donc pour ça, j'ai rencontré une jeune femme qui est magnifique, qui est adorable, qui est superbe, Elsa, et je cherche des créatrices de robes de mariée pour faire des portraits, des robes avec Elsa. Voilà. Hmm. Et donc Et tout à l'heure, tu disais dans ton environnement, tu proposes ça où? Est-ce que tu peux nous dire alors, soit je le fais en extérieur, comme je fais des photos sur les plages, à l'Almanar par exemple, c'est vraiment un endroit très très beau. dans le Euh, Var, dans tout le Var? Dans le Var, mais ça peut être plus loin, hein, du côté de Cannes, du côté de voilà, toute la Côte d'Azur, aussi bien Marseille, puisque j'ai effectivement un partenariat en cours avec une créatrice de robes à Marseille. Et donc, ça peut m'amener à aller jusqu'à Fréjus, par exemple, parce que je veux faire des photos de ces femmes près d'œuvres d'art. Donc, je vais aller vers des musées qui existent ou des maisons d'artistes, parce que j'aime l'idée de rapprocher la femme mariée, la future épouse, de l'art, d'œuvres d'art, ce qu'on voit rarement. Donc, voilà, ça fait partie de mes projets. Et voilà, et je vais prendre un studio photo en fait. Donc le studio va me permettre, ce sera hier, de faire des photos de ces personnes, même l'hiver. Voilà, ça, c'est bien. Ça sera Euh, à partir de l'année prochaine. Parfait. Bon, on en reparlera. On Oui. refera un nouveau live. Tu nous diras où tu en es. Vous pouvez même venir filmer une session de photos si vous voulez. Allez, avec plaisir. Tous ces conjariums sont l'occasion de rencontrer des thérapeutes. Oui. Le thérapeute, selon moi, et selon la définition qu'on en fait par rapport à ce cadre-là,
ces interviews-là sont simplement des personnes qui prennent soin. Est-ce que, au travers de la photographie, il y a un côté thérapeutique, justement, et j'ai envie de dire à la fois pour toi et à la fois pour le modèle? Ah bah oui, carrément. Ouais, carrément. Pour le modèle, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on a du mal à accepter son image. Et justement, tout l'art du photographe à ce moment-là, c'est d'amener la personne à oublier un petit peu ses complexes et à se lâcher. Donc, avec à la fin, au bout, un résultat, c'est-à-dire une image d'elle, comme elle imaginait peut-être pas, hein, c'est possible. Mais donc, c'est vraiment de se réconcilier avec soi-même. Ouais. Et puis d'ouvrir aussi d'ouvrir des espaces intérieurs. Donc, oui. Mais j'aime beaucoup la photographie parce qu'il y a de la psychologie, il y a du partage. De toute façon, quand on fait un portrait, en général, en tant que photographe, on photographie l'image qu'on a de quelqu'un. Donc, il y a de soi dans le portrait de l'autre. Ouais. Mais bon, justement, il ne faut pas être trop directif. Ce qui est bien dans l'aspect thérapeutique, c'est justement de laisser à l'autre comment dire, un espace de création et d'expression devant lui. Voilà. C'est pas le moment de lui dire bah, mets-toi comme ça, mets-toi comme ça, mets-toi comme ça, de profil, chin-up. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais pour autant, il y a des photographes qui procèdent de cette façon-là. oui, mais ça, c'est plus dans C'est la autre mode. chose. Ouais. Oui, ça, c'est le portrait. C'est-à-dire que si on aborde la photo dans sa dimension thérapeutique, on ne fait pas de la photo de mode. Mm. Donc c'est un challenge, quoi. C'est c'est pas toujours facile. C'est une rencontre, hein, de toute façon, là, entre le photographe et le modèle. Hein. Des fois, ça fonctionne pas. Hein. Bah oui. Comme pour tout type d'accompagnement ou de thérapie, finalement. Tout à fait. Mm. Et donc, ce côté thérapeutique pour le photographe, il se situe où? Pour moi c'est un moment extatique, le moment de la photographie. Quand je fais des photos de mon modèle, Elsa, d'abord je la trouve magnifique. donc, forcément, je suis transportée, je sors de moi-même. Je ne suis plus tout à fait dans le réel par ce sentiment esthétique. Et, oui, pour moi, la photographie, ouais, c'est une thérapie pour moi. Enfin, une thérapie, je ne suis pas malade, mais c'est quelque chose qui me fait sortir de moi-même. Ouais. Et d'ailleurs, en Afrique, d'ailleurs partout, pour moi, je considère que la photographie, c'est aussi une danse. On danse autour de son sujet. On danse physiquement, on s'abaisse. Parfois, je rampe par terre. Parfois, voilà, j'oublie mon corps, moi aussi. Et je l'utilise parfois dans des positions scabreuses pour obtenir un angle difficile à trouver, mais que je vais aller chercher. Voilà. Donc, forcément, entre le purement physique et le psychologique, on est toujours à des points de bascule, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est J'aime le passionnant. danger. Comment? J'aime le danger parce que, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment dangereux, mais Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu te mets autant en danger que lorsque tu étais reporter de guerre sur les conflits? pour moi, c'est plus facile d'être reporter de guerre que d'être dans la vie normale. Donc, j'ai beaucoup plus de mal ici, en fait, à essayer de trouver ma place dans un monde ordinaire, dirais-je, mais
qui en plus est un monde en guerre. Et moi qui photographie, comment photographier l'invisible? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, moi, je ne suis pas dans une chaîne, dans une télévision avec des producteurs pour faire des documentaires qui soient explicatifs, parce qu'aujourd'hui, je crois que le documentaire, c'est essentiel pour comprendre le monde. Donc, il y a heureusement ces documentaires sur Arte, la plupart du temps, qui sont incontournables. Mais quand on n'a pas une production derrière soi et qu'on a juste un appareil photo, aujourd'hui, c'est difficile. Bon, alors je pourrais aller faire des portraits de réfugiés à Toulon, il y en a beaucoup. Mais bon, je pense qu'il y a plus à dire que ça, en fait. Voilà. C'est surtout au niveau de la mondialisation, de la digitalisation. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que je lis le livre de Edward Snowden, Mémoire vive, pour revenir sur la beauté. Parce que voilà, ça c'est le bouquin. Pour revenir sur la beauté, ce qui est génial, c'est que lui, en fait, il a dénoncé la politique américaine de fichage de l'ensemble de l'humanité. Voilà, pour pouvoir prévoir des actes anticipés, des actes contraires à l'ordre établi. Okay, bon. Et lui, il a participé à la mise en place de ces mémoires perpétuelles de l'humanité, parce que tout est enregistré à travers nos ordinateurs, nos téléphones portables, etc. Et aucune donnée ne se perd. Elle pourra la trouver accessible à tout moment. Bon, bref. Et c'est... enfin, il a eu un cas de conscience, et cette prise de conscience, il a eu où, comme il le dit, dans un décor paradisiaque à Hawaï, quand il travaillait pour l'Agence nationale de la sécurité américaine, dans un sous-sol, sous une plantation d'ananas, dans un truc militaire de l'ancienne guerre froide. Eh bien, c'est là, sur cette beauté la beauté de cette île, qu'il a pris conscience de la gravité de ce qu'il était en train de faire. Et pour revenir sur le fait de la beauté qui est liée à la révélation et à la vérité, la beauté. Voilà. Et ça, voilà ce que ce que j'ai découvert aussi dans le livre de Snowden. Bref. La beauté est partout. La beauté, oui, bien sûr. Oui, oui, et justement, et si c'est elle qui est notre force de vie, si c'est en elle que nous puisons notre force de vie, il faut absolument sauver la beauté. Je veux dire, si la beauté nous sauve, il faut nous-mêmes sauver la beauté. Et c'est peut-être l'enjeu qui se présente à nous, sauver la beauté pour se sauver soi-même. Et c'est certainement la peur de la perte du beau dans notre environnement, je ne sais pas, de la liberté de pouvoir en profiter, qui au final jouera un rôle dans ce qui nous attend. Je ne sais pas, mais on verra. On verra. Et en tout cas, c'est vrai que c'est difficile en tant que reporter de guerre, d'ancien reporter de guerre, dans l'action, de pouvoir avoir une prise sur les enjeux aujourd'hui. Voilà. Alors, justement, il y a une question qui me vient, que je voudrais te poser, pas qui me vient, que je voudrais te poser, qui a été postée avant l'événement de Pierre. Pourquoi avez-vous arrêté le reportage de guerre, justement? Je l'ai arrêté parce que d'abord, j'avais été infectée, pas par le Covid, mais bon, irradiée, je ne sais pas. Mais je suis revenue de Tchétchénie avec un lymphome non-hodgkinien. Donc, ça concerne la lymphe. Et j'ai voulu continuer de vivre. Donc, j'ai choisi de ne plus faire de reportage de guerre. Voilà. Je l'ai choisi. Mais justement, je pense que là, je suis sur un projet de biographie pour savoir
comment mon expérience de reporter de guerre peut être utile à moi-même, ici et maintenant, dans notre monde actuel, dans notre actualité, et comment il peut servir éventuellement à d'autres personnes pour savoir comment maintenir son équilibre dans ce contexte. Avant de te poser une autre question qui a été proposée avant, là, justement, qu'est-ce que tu penses que tu as apporté à tous ces gens durant, durant tous tes reportages, le fait d'avoir couvert tous ces conflits? Euh, D'abord, moi, quand j'allais en Tchétchénie, du fait que c'était interdit, il y avait très peu de journalistes qui allaient. Donc déjà, ils étaient extrêmement touchés que j'ai pu aller jusqu'à eux. Et c'est vrai on m'a ouvert des maisons. Il y avait des familles qui étaient allées récupérer leurs enfants en charpie, qui avaient été bombardés au bord d'une rivière au moment où ils allaient chercher de l'eau. On peut dire que c'est du voyeurisme de ma part de faire de telles photographies, mais non, ce n'est pas non plus de l'exhibitionnisme de la part de ces gens que de montrer les cadavres de leurs enfants. Alors justement, c'était une question de Sandrine. Et Ne croyez-vous pas qu'il y a un côté voyeurisme du malheur de ces gens? mais non, parce que de toute façon, ces gens le donnent à voir. C'est un fait. C'est un fait qu'ils donnent à voir. Parce qu'ils ont besoin de partager leur détresse. Ils ont besoin de dire au monde ce qu'ils sont en train de subir. C'est pour ça qu'ils m'accueillent. C'est pour ça en fait, ils me donnent un relais. Ils m'investissent d'une mission qui est celle de porter la nouvelle, tout simplement. Et ne serait-ce que cela, ben, ils espèrent en fait. C'est une démarche d'espoir et pour moi, c'est très difficile à porter parce que bien sûr, je sais très bien que cette photographie, elle va pas changer leur vie et qu'ils vont rester là. Ça va pas résoudre le conflit. Mais malgré tout, c'est un geste d'espoir de leur part. Donc, on est dans du don, on est dans du don et il faut savoir recevoir ce don. Parce que moi, je ne suis pas là pour faire de l'argent. Je ne suis pas là pour faire de l'argent. Je risque ma vie quand même. Je suis pas, moi, j'ai pas un compte en Suisse, j'ai pas des actions, j'ai rien du tout. Je vis dans la forêt, c'est bon. Je ne suis pas enrichie du tout. Ma motivation n'était pas ça. Je n'avais pas de salaire. Euh, donc, j'étais payée correctement lorsque mes reportages étaient publiés. J'étais toujours en commande d'ailleurs, principalement pour Paris Match. Mais pour moi, c'était pas pour m'enrichir que j'allais là-bas. Donc, et c'est aussi pour ça que après ma maladie, j'ai décidé de ne plus refaire de reportages de guerre parce que je ne voulais plus que ça devienne, je ne voulais pas que dans ma vie ça devienne un marronnier, un moyen de vivre aussi. Donc il y avait les deux raisons, protéger ma vie et ne pas faire que je vive de la mort des autres aussi. C'est deux choses. Même si je ne m'enrichissais pas, bien sûr, et même si ce n'était pas mon objectif. Mais c'est tellement difficile quand on est humain et sensible d'accumuler toutes les souffrances des autres. La devise de Conjarium, c'est donner, c'est recevoir. Oui. Est-ce que ça prend sa place justement dans ton parcours? Euh, C'est une question euh, piège. il ne faut pas donner pour recevoir, il ne faut pas attendre pour Hmm, recevoir. Bon, enfin, donner, c'est recevoir, pas toujours, non. Donner, c'est pas toujours recevoir. d'accord. Mais euh, donner, c'est donner d'abord, je trouve. Euh, et puis, je sais pas, voilà. Est-ce qu'au moment où tu prenais ces clichés, tu avais la sensation de recevoir quelque chose? Ben, il y a plein de gens qui seraient partis en courant, hein, qui n'auraient pas voulu le recevoir. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément un cadeau. Hein. C'est pas. C'est difficile.
c'est difficile d'aller voir la mort, d'aller voir des gens qui sont injustement condamnés, trucidés. On est dans la révolte. Donc, et on est impuissant. Nous aussi, on est impuissant. Moi, j'ai publié des articles, ok, mais à la fin, je me suis dit, il vaut mieux que je fasse un film. Alors après, je suis partie avec ma caméra, je n'avais jamais filmé, et j'ai fait un film, toujours clandestinement, parce que je me suis dit, il faut que je touche plus de monde. Heureusement, j'ai de la chance, il a été diffusé sur TF1. C'était pas joué, c'était pas gagné. Hein. Mais là aussi, j'ai investi de mon temps, de mon argent. J'ai pris des paris. Donc, voilà, je sais pas. Pardon? Je ne me souvenais plus du départ là, du sujet, de la question. Ça a été ta réponse, elle est parfaite. Peut-être en conclusion, quel est... J'ai pas envie d'apparaître, de me présenter comme un héros non plus, hein. Mais il faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter de croire que les journalistes, c'est vraiment des opportunistes et des imposteurs. Enfin. Quel est ton plus beau souvenir de tous ces reportages, de toutes ces photos? À part ta Mona Lisa, bien sûr, on a compris que c'était... mais qu'est-ce que tu pourrais... quel message de beauté tu pourrais transmettre au travers de tout ce que tu as vécu durant ces conflits, ces guerres? Moi, le message, c'est soyez vous-même. Hein. Soyez vous-même à fond et et pensez avec votre cœur. Voilà, c'est tout. Pensez avec votre cœur. De toute façon, c'est ça qui vous sauvera à la fin. Parce que quand on vit à côté de ces pompes et à côté des valeurs qui nous font véritablement du bien, ben, on ne produit pas de la beauté, quoi. Voilà, on ne produit pas de la beauté. Et ça, et on en est conscient, on ne peut pas y échapper, on le sait. Donc la meilleure façon de se faire du bien, c'est d'être soi-même. Voilà. Je pense. Je pense que qu'il y a un ordre naturel des choses et qu'à un moment donné, on est mis en face de soi-même et qu'on a à faire ce choix. Et c'est toujours le choix de comment dire. Ah là là, c'est difficile. Euh, en fait, il faut jamais oublier qu'on n'est rien seul. On n'est rien seul et que on ne peut être heureux qu'en vivant avec les autres et en vivant bien avec les autres en fait. Voilà. Et on arrive bien à vivre avec les autres quand on est, à mon avis, pleinement soi-même et pleinement en accord avec soi-même. Enfin, je sais pas, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Enfin, c'est une question d'ouverture du cœur, c'est ça, c'est à ce moment-là où on voit la beauté des autres, c'est ça? Oui. Ouais. Et sa propre beauté. Et sa propre beauté. Ouais. Je ne sais pas si c'est nécessaire de faire tout ce que j'ai fait pour arriver à cette conclusion, parce que c'est un petit peu... Je ne sais pas si c'est très pertinent. Alors, quelle est ta conclusion? Ah oui, bah alors faites confiance à votre propre goût. Voilà. Parce que
quelque part, c'est lié aussi à l'expression de son propre goût, de son propre style, d'être connecté avec son ressenti, exprimer ce qu'on aime, se poser la question de ce qu'on aime. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Et c'est valable aussi pour les relations. Qu'est-ce que j'aime ressentir dans une relation? Qu'est-ce que j'aime pas ressentir? Le questionnement sur la beauté, sur ce qui nous fait du bien, c'est en fait toujours se repositionner et rechercher son point d'équilibre. Parfait. Ben, merci beaucoup, Françoise. Merci Vincent. Merci pour ce partage, ce moment passé ensemble. Comme pour tous les autres Canjarium, ils seront disponibles sur le site. Tout le monde pourra continuer à échanger avec toi et puis on suivra avec intérêt tes reportages, tes autres reportages, tes photos de mariés, tout ça donc dans le Var, autour de entre hier, Toulon jusqu'à Cannes. Et si des personnes ont envie de venir faire des photos avec moi, eh bien, elles sont les bienvenues. Voilà. Toutes les coordonnées seront sur le site. Okay. Super, merci à tout le monde, merci aux questions qui ont été posées, à Pierre, à Sandrine. Dans le live, là, il y a Sandra qui suivait, qui remercie pour ce magnifique message que la beauté du cœur sauvera le monde. Oui, c'est ça. Merci Sandra. Voilà. Merci Françoise. Au revoir. Au revoir, à très bientôt.